Si je vous montre ce billet, vous voyez là une belle somme d'argent, non? Cependant, est-ce qu'il vous est déjà venu à l'idée de vous demander quelle était sa valeur exacte, sa valeur matérielle? Eh bien, elle n'est pas très élevée, puisque la valeur de ce billet est fixée par la banque. On appelle ça une monnaie fiduciaire, et c'est sur ce principe que repose notre système monétaire actuel. Si ce système s'écroule, eh ben, ce billet redevient que du papier. Maintenant, je vous propose de faire un petit tour du côté du Moyen-Âge féodal pour voir comment les choses s'organisent à leur époque et pour voir à quel point leur système monétaire pouvait être différent du nôtre. Ça vous tente? Allez, faites chauffer la DeLorean, on va faire un petit tour à travers le temps. Bon, d'abord, c'est quoi la féodalité? Eh bien, c'est un système politique et économique qui se met en place en France à partir du 9e siècle, lors de la chute progressive du pouvoir de la dynastie carolingienne et qui est remplacée par la dynastie capétienne. Sans trop rentrer dans les détails, le roi des Francs ne règne plus sur l'intégralité de son royaume et il délègue une partie de ses pouvoirs à ses vassaux qui en retour doivent lui prêter allégeance. C'est dans ce contexte qu'on va observer le fonctionnement de la monnaie et sa place au Moyen-Âge dans la société féodale. D'abord, observons comment fonctionne la monnaie au Moyen-Âge et de quelle manière elle est produite. Il existe une multitude de pièces de monnaie en fonction de leur valeur et de leur origine de production. La valeur des monnaies se calcule en fonction du poids et du métal utilisé pour confectionner cette pièce. Plus la pièce est lourde et plus le matériau utilisé est rare, plus la valeur de la monnaie augmente par rapport aux autres monnaies qui sont en circulation. Malgré le grand nombre de monnaies différentes au Moyen-Âge, c'est le troc qui reste le moyen d'échange le plus courant. La valeur des monnaies, quant à elle, est calculée en fonction de 3 monnaies différentes. 2 d'entre elles sont des monnaies qu'on appelle des monnaies de compte, c'est-à-dire des monnaies qui n'existent pas en format matériel et qui servent d'échelle de valeur entre les différentes monnaies. Il s'agit de la livre et du sou. Une troisième monnaie sert à la fois de monnaie de compte et d'échange, il s'agit du denier. Il y a tout un système d'équivalence entre ces 3 monnaies, une livre vaut 20 sous et un sou vaut 12 deniers. Une livre vaut donc 240 deniers en tout. Ce système vient de la réforme monétaire de l'Empire carolingien, mise en place sous Charlemagne. C'est d'ailleurs Charlemagne qui fixe en quelque sorte le prix de la livre en prescrivant de tailler 240 deniers dans une livre d'argent, ce qui correspond à 409 grammes. C'est sur ce système que se basent les échanges monétaires au Moyen-Âge sur une partie des territoires de l'ancien empire carolingien qui ont hérité de cette réforme monétaire. Avec la féodalité, le territoire du royaume de France se retrouve donc divisé. Les vassaux du roi possèdent plusieurs pouvoirs importants, dont un qui va nous intéresser ici, le droit de battre monnaie. Car oui, au Moyen-Âge, comme de nos jours, battre une monnaie est un privilège et ce n'est pas tout le monde qui peut former une monnaie. Il faut des installations particulières ainsi que d'importantes ressources, car les métaux dans lesquels sont faites les nombreuses pièces du Moyen-Âge peuvent être des métaux précieux comme l'or ou l'argent. Les monnaies d'échange sont produites dans des ateliers monétaires. Ce sont des lieux qui ont reçu la permission du souverain local de produire et de battre monnaie pour le compte de ce dernier, et ce sont les seuls lieux qui peuvent pratiquer cette activité. Le roi et ses vassaux construisent des ateliers au sein de leur seigneurie. Pour le roi des Francs, sa monnaie domine à Paris et à Orléans, ainsi que dans leurs alentours. Les ateliers sont souvent éphémères, ils peuvent être fermés ou ouverts en fonction de la situation économique et politique de leur seigneurie, ou bien en fonction des événements comme pour les guerres par exemple. Ils sont situés souvent dans les grandes villes et moyennes villes. On en retrouve à Paris évidemment, mais aussi à Toulouse, Carcassonne, Nantes, Rennes, Avignon, Béziers, etc., etc. Intéressons-nous maintenant à la manière dont on bat la monnaie. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire battre la monnaie? C'est assez simple, cette expression vient de la façon dont la monnaie était fabriquée au Moyen-Âge. Pour battre une monnaie, il vous faut un flanc monétaire, c'est un morceau de métal taillé et rond, dont le poids et la forme sont rigoureusement contrôlés. Il vous faut ensuite 2 coins, ce sont des cylindres métalliques gravés de l'inscription que vous souhaitez donner à votre flanc monétaire. Un des coins est fixe, dans une enclume ou tout autre support stable, comme un tronc d'arbre par exemple, et l'autre est mobile pour pouvoir placer le flanc monétaire entre les deux. Et enfin, il vous faut un marteau. Vous mettez le flanc monétaire entre les 2 coins et vous frappez le coin mobile avec le marteau pour marquer les inscriptions dans le flanc monétaire. Une fois que cela est fait, vous obtenez une belle pièce de monnaie. Dit comme ça, l'opération semble assez simple, mais il faut que le flanc monétaire soit bien conforme aux caractéristiques de votre monnaie, que ça soit de taille, de poids, mais aussi de métaux utilisés, et que la frappe soit bien réalisée pour que la pièce soit bien faite. En bref, c'est une activité assez compliquée, d'autant que les monnaies sont produites à la chaîne.
Comme on l'a dit, il existe un très grand nombre de monnaies différentes sur l'ensemble du royaume de France. Que ce soit des monnaies royales ou féodales, le monnayage est un élément important aussi bien pour le roi que pour ses seigneurs vassaux, car la monnaie peut servir de vitrine au pouvoir de ces derniers. Lors de la frappe d'une pièce de monnaie, sur ses deux faces, l'avers et le revers, reçoivent des inscriptions. Ces dernières ne sont pas anodines et jouent un rôle important aussi bien d'un point de vue administratif que politique et même religieux. Pour observer cela, on peut prendre quelques exemples de monnaies féodales du royaume de France. On peut prendre pour illustrer cela l'exemple de ce denier du comté de Toulouse, émis sous le règne du comte de Toulouse Guillaume IV, qui règne de 1060 à 1094. On peut lire sur celle-ci assez distinctement Tolosa Civ ou Tolosa Civi, que l'on peut traduire par Cité de Toulouse. Cette inscription renseigne donc sur la provenance directe de ce denier qui est émis donc depuis le comté de Toulouse, indépendamment du roi des Francs. On peut également apprendre plus de choses sur la monnaie féodale avec cette pièce. On peut voir la présence d'une croix pâtée. Sa présence indique une appartenance religieuse de cette pièce, ici donc à la religion catholique. Par ailleurs, c'est une chose commune à un très grand nombre de pièces au Moyen-Âge sur le royaume de France, que ce soit des monnaies royales ou féodales. On peut lire sur la pièce le mot Vilhelmo, que l'on peut traduire ici par Guillaume. Là encore, cette pièce indique une affiliation seigneurale, ici au comté de Toulouse de Guillaume IV. Enfin, l'inscription ETO renvoie à une particularité du monnayage du comté de Toulouse. On suppose qu'il s'agit en fait d'une déclinaison du nom d'un évêque de Toulouse, Hugues. Ce dernier disposait lui aussi du droit de battre monnaie et il inscrivait son nom sur le revers des pièces. Ce type de monnaie fut par la suite adopté par les comtes de Toulouse qui l'utilisèrent pendant 3 siècles en modifiant au fur et à mesure ce monogramme et on suppose donc que cette inscription ETO n'est qu'une déclinaison du monogramme de l'évêque Hugues. On peut aussi prendre un autre exemple avec cette fois-ci les monnaies produites par le duché de Bretagne. Comme pour le comté de Toulouse, ces monnaies jouent un rôle important pour les comtes et ducs de Bretagne. On peut prendre l'exemple d'un double denier émis par le duc Jean Ier de Bretagne, qui règne de 1221 à 1286 et qui joue un rôle important dans la lutte politique contre le roi de France Louis IX. La différence entre un denier et un double denier réside dans le poids. On passe de 1,85 g pour le denier à 2,12 g pour le double denier, ainsi que par les points qui entourent la croix sur l'avers de la pièce. Ce type de monnaie est aussi considéré comme une monnaie de grande importance et qui ne peut être émise que par le roi de France, au même titre que le gros ou que l'écu d'or. Seulement ici le duc Jean Ier passe outre cette interdiction, ce qui lui vaudra la méfiance du roi Louis IX vis-à-vis de cette politique monétaire. En restant dans l'exemple du duché de Bretagne, on peut aussi citer cet autre denier toujours émis par Jean Ier et qui a la particularité d'arborer l'écusson des ducs de Bretagne en imitation par rapport aux monnaies royales de la même période qui arborent aussi l'écusson. On peut aussi constater que dans les deux cas, ces pièces arborent une croix sur leurs avers, marquant toujours une appartenance religieuse, ainsi que l'inscription Britannie, marquant là aussi leur appartenance au duché de Bretagne. En conclusion, avec ces quelques exemples, on n'a là qu'un avant-goût de la place de la monnaie dans la société féodale en France. Pour se rendre compte de la complexité de ce sujet, il suffit de multiplier ces exemples par le nombre de duchés et de comtés en France sur le long de la période médiévale, en ajoutant le fait que chaque seigneur fait battre plusieurs monnaies différentes. On arrive rapidement à des chiffres assez importants qui sont assez durs à quantifier. Cependant, on peut facilement observer que les monnaies occupent une place importante comme moyen de lutte politique et économique, mais aussi comme un symbole de puissance pour les comtes et ducs qui peuvent battre monnaie. Néanmoins, les monnaies au Moyen-Âge restent un moyen assez annexe de règlement des transactions, la première place étant occupée par le troc de différents biens.